Jacques-Christophe est né au château de Rosenberg en 1542. C'est un château qui se trouve au bout du lac de Constance. Donc il passera toute sa jeunesse dans cette région. Le nom de Wartensee vient de ses ancêtres qui avaient épousé une fille de Wartensee. Jacques-Christophe va après accéder au collège, à l'université de Freiburg en Brisgau, donc au-dessus de Bâle, et va faire ses humanités, c'est-à-dire va apprendre le latin, le grec, la rhétorique, la grammaire. Et il va avoir par la suite une stalle au diocèse de Constance. Donc il va intégrer le diocèse de Constance après avoir passé par Fribourg en Brisgau. Donc Jacques-Christophe va occuper cette stalle dont il est titulaire à Constance et il va pour cette raison participer à l'élection du prochain évêque de Bâle qu'aura lieu en 1575. Il va également entre-temps recevoir les ordres mineurs et 2 des ordres majeurs, c'est-à-dire sous-diacre et diacre, ce qui était pour les chanoines quelque chose de tout à fait normal. Ils ne recevaient pas la prêtrise à cette époque-là. On voit sur cette carte le diocèse de Bâle. Tout ce qui est en bleu, c'est en fait le diocèse de Bâle. Tout ce qui est en bleu et jaune fait partie de la principauté épiscopale de Bâle, et tout ce qui est en jaune seulement fait partie de la principauté de Bâle. Donc Blarer va être élu en 1575 prince et évêque de Bâle, l'évêché le bleu, le prince sur les parties jaunes. Il aura une résidence à Porrentruy, résidence qui ne fera pas partie de son évêché, mais de l'évêché de Besançon. Tout de suite, Blarer a des difficultés avec le conseil de bourgeoisie de Porrentruy. Une partie, pratiquement le 50% des bourgeois sont déjà passés à la réforme lorsqu'il arrive à Porrentruy, et Blarer va essayer de s'imposer très rapidement. Or, on constate que jusqu'en 1598, il a des difficultés à imposer un nouveau règlement de police. On parle de règlement de police, mais en fait, c'est un règlement de l'administration communale. On retrouve ces problèmes dans une rumeur qui court en ville de Porrentruy. Jeanne Fébure fait courir une rumeur comme quoi une pénitente n'a pas obtenu l'absolution de ses péchés puisqu'elle avait subi un viol par un jésuite. Or, Blarer va défendre becs et ongles le jésuite, et finalement, cette bourgeoise va être condamnée à l'exclusion de la principauté épiscopale. Lorsque Blarer arrive à la tête de cet évêché, il n'a pas d'allié, si ce n'est que l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui est son protecteur. Donc il va chercher à s'allier les cantons catholiques, et en 1579, il va pouvoir conclure une alliance avec les 7 cantons catholiques. Alliance qui sera très bénéfique, on le verra par la suite lorsqu'il va intenter un procès, entre guillemets, à la ville de Bâle pour récupérer tout ce que la ville de Bâle avait pris, ou du moins tout ce que l'évêque de Bâle avait laissé en partant de la ville de Bâle. Voilà, donc Blarer aura un combat, c'est de combattre la réforme qui s'est installée dans l'évêché de Bâle, et principalement la recatholicisation du Birsec. Et Blarer va tout mettre en œuvre, va prendre aussi des prédicateurs qui sont des jésuites pour reconvertir les gens de la région de Esch, Arlesheim, Pfeffingen et Laufon, de façon que ceux-ci reviennent à la religion catholique, ce qui sera le cas d'ailleurs.
Il va aussi combattre la réforme dans le Jura Sud, et là, il aura moins de succès. Ça sera un échec de Blarer qu'on pourra attribuer à Blarer, le fait qu'il ne pourra pas recatholiciser le Jura Sud. Emprunt du Concile de Trente et de la doctrine du Concile de Trente. Ce Concile de Trente qui a duré pendant 18 ans, de 1545 à 1563, qui était la réponse à la Réforme. Et la doctrine du Concile de Trente va être en vigueur jusqu'à la moitié du XXe siècle. Et dans ce Concile de Trente, il était demandé, d'une part, que l'on réactive le tribunal ecclésiastique, ce qu'on appelait l'officialité, qui se trouvait à ce moment-là à Altkirch, et principalement de régler le problème des prêtres concubinaires. Et il va prendre 5 fois des décrets, ce qu'on appelle des mandements, 5 fois des décrets pour pouvoir mettre à l'œuvre les consignes du Concile de Trente et de pouvoir combattre cet état de fait où environ 50% des prêtres vivaient avec des femmes et même avec des enfants, ce qui était pour l'époque courant, puisqu'en fait le prêtre n'était qu'un homme comme tout le monde, qui n'avait pas fait d'études, qui n'était pas un séminariste. C'est aussi la raison pour laquelle il va introduire les jésuites à Porrentruy. Donc Blarer va intervenir jusqu'à Rome pour avoir un collège des jésuites en ville de Porrentruy. À cette époque-là, il y a plus de 300 collèges des jésuites dans l'Europe, mais pour une ville de moins de 2000 habitants, c'était une affaire qui n'était pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Par contre, il avait des appuis assez importants à Rome pour accéder jusqu'au général des Jésuites et jusqu'au pape, qui va finalement lui donner l'autorisation en 1593 de construire un collège des Jésuites qui va être en activité jusqu'en 1773, qui connaîtra ses jours de gloire. Très rapidement, il y aura 400 élèves dans ce collège. Alors que Blarer a introduit ce procès contre la ville de Bâle, qu'il a trouvé les documents attestant des dettes reconnues par la ville de Bâle en faveur de l'évêque, et il va pouvoir toucher une importante somme de 250 000 florins, qui lui permettra donc de construire l'église des Jésuites, mais aussi de reconstruire le château qui avait eu un incendie assez important à la fin des années 1550. Et on a aujourd'hui une aile du château, c'est-à-dire la résidence, qui est en fait ce qu'a reconstruit Blarer. Il reste aussi le côté de la chancellerie, et un peu plus tard, il y aura également la tour du coq. Blarer doit aussi composer avec des relations internationales, évidemment. La Suisse, qui fait partie du Saint-Empire romain germanique, en fait les cantons de la Suisse de cette époque-là font partie de l'empire du Saint-Empire romain germanique, mais c'est quand même des États qui sont tout à fait indépendants de la principauté épiscopale et de l'évêché de Bâle. Donc il a des relations avec la Suisse qu'on peut qualifier de relations internationales. Il a également des relations avec Sillery, l'ambassadeur de France qui se trouve à cette époque-là à Soleure, et il a d'excellentes relations. Il a aussi des relations avec la Franche-Comté, puisque la Franche-Comté appartient à l'Espagne à cette époque, et il a également des relations avec les Montbéliard-Wurtemberg, puisque même si c'est une famille qui est luthérienne, je rappelle que c'est à Montbéliard qu'on a construit le premier temple luthérien de France dans les années 1590, le temple Saint-Martin. Mais lorsque la famille de Montbéliard-Wurtemberg passe par Porrentruy, ils sont reçus au château de Porrentruy et avec tout le faste qui est dû à leur rang. Nous sommes devant l'ex-libris de Jacques-Christophe Blarer. Un ex-libris est un document que l'on
met dans la page de garde d'un livre pour signifier à qui appartient ce livre. Or, ici, Jacques Christophe a voulu montrer la généalogie de sa famille. D'abord, on remarque la Vierge Marie avec la mitre et la croix, donc qui signifie son état d'évêque. On voit aussi la crosse de Bâle, la crosse de l'évêque, et on remarque également le coq qui est l'emblème des Blareurs. Également ici, un aume qui est l'emblème des Blareurs. L'autre aume est l'emblème des Alville, qui est la mère de Jacques Christophe était une Alville. Et on constate ici aussi le blason des Hohenlandenberg, qui est la grand-mère paternelle, et ici les Surenschein, qui est la grand-mère maternelle de Blareur. Jacques Christophe a été enterré dans l'église des Jésuites, comme une dizaine de princes-évêques après lui. Et nous avons encore aujourd'hui son épitaphe sur son monument funéraire. Et cette épitaphe se trouve donc au cœur de l'église des Jésuites. Il est dit « Ici repose le très révérend et très illustre prince Jacques-Christophe Blareur de Wartensee, évêque de Bâle, qui alors, quand des temps très difficiles, il avait hérité d'un diocèse presque écrasé par l'hérésie et les dettes. » Donc on voit que Jacques-Christophe, dans son épitaphe, on remarque que Jacques-Christophe avait beaucoup à faire contre les réformés et pour assainir les finances de l'évêché de Bâle. Ici est exposé le traité d'alliance entre l'évêché de Bâle et les cantons catholiques qui date de 1579. On est ici devant un magnifique tableau généalogique qui a été brodé par Madame Ursula Blareur de Ostermundingen avec toutes les branches des Blareur depuis le début en 1220 et différentes branches qui sont éteintes, par exemple les branches de Kempten qui sont éteintes actuellement. Nous avons ici notre évêque Jacques-Christophe Blareur qui est né en 1542, qui va mourir en 1608, et nous avons la lignée des descendants jusqu'à aujourd'hui, les descendants non pas de Jacques-Christophe, mais de son frère Wolfgang, qui était prévôt au Birsec de Pfeffingen, et la famille Blareur habite toujours à Esch aujourd'hui. En 1356, le prince-évêque Janssen de Münzingen va donner à la ville de Lémont un règlement de police, un règlement d'administration qui comporte une trentaine d'articles. Et les articles 14 et 15 font état des problèmes de mauvaises paroles. Et un article dit que les hommes qui ont mauvaise parole sont condamnés à une amende et à une exclusion de la ville de Lémont. L'article suivant parle des femmes qui ont mauvaise parole, et ces femmes qui ont mauvaise parole sont condamnées également à une amende, mais si elles ne peuvent pas payer l'amende, elles doivent porter autour du cou cette pierre du scandale pendant 3 dimanches de suite, 3 dimanches après-midi de suite. Alors en conclusion, Jacques-Christophe était un homme d'abord très religieux, et il disait que sa volonté, ou on a dit que sa volonté de faire de l'évêché de Bâle ce qu'il en a fait, était venue de Dieu, et c'était selon les principes du Concile de Trente et selon sa foi qu'il avait pu réaliser ses projets. Il était diplomate lorsqu'il va conclure l'alliance avec les 7 cantons catholiques. Il était tolérant puisqu'il accepte à sa table la famille de Wurtemberg. Il était social déjà puisqu'il a développé des bourses pour les élèves du collège des Jésuites
Par contre, il a été parfois très intransigeant, voire intolérant vis-à-vis du conseil de ville de Porrentruy, puisqu'il a voulu imposer un règlement de police dont les bourgeois ne voulaient pas. Il était aussi assez astucieux et futé pour asseoir d'une façon ou d'une autre la religion catholique, en particulier dans le Birsec, puisqu'il avait fait venir des prédicateurs de très grande renommée qui étaient des jésuites qui venaient du collège des jésuites de Lucerne. À sa mort, on retrouvera dans l'évêché de Bâle reconstruit un château en ordre, les jésuites bien installés, avec une multitude de futurs prêtres, de futurs prédicateurs qui seront à disposition de ses successeurs, et d'autre part, les dettes de l'évêché seront assainies. Jacques-Christophe va nous quitter en 1608. Il va être enseveli au collège des Jésuites. Très rapidement, on va élire un nouvel évêque, Ring de Baldenstein, qui est son neveu. Et divers évêques vont se succéder jusqu'en 1793. Le dernier qui résidera à Porrentruy est Joseph Sigismond de Rogenbach, qui va quitter Porrentruy en 1792. Il va mourir pratiquement une année plus tard. On va lui nommer un successeur, qui est François-Xavier de Neveu. Celui-ci ne viendra jamais résider à Porrentruy, et pour cause, la France aura envahi la principauté épiscopale en 1793, et en 1798, l'ensemble de cette principauté sera sous l'emprise de la France. Porrentruy sera chef-lieu du département français du Mont-Terrible, puis sous-préfecture du Haut-Rhin, et en 1815, le traité de Vienne attribuera cette principauté épiscopale à la ville de Berne, au canton de Berne, qui a perdu son grenier et sa cave, son grenier qui était le canton d'Argovie, créé par Napoléon, et le canton de Vaud, également créé par Napoléon. En 1828, on va recréer l'évêché de Bâle, et c'est alors que l'évêque habitera à Soleure.